Chers amis, mes chers compatriotes comoriens et chers amis de Madagascar, d'habitude je prends la parole pour m'exprimer en comorien parce que je m'adresse à la communauté nationale des Comores, mes compatriotes des Comores. Mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais m'exprimer en français parce que mon intervention d'aujourd'hui s'adresse particulièrement à la nation malgache, aux autorités de Madagascar, aux élus et aux grands esprits de cette grande île, de cette belle nation qui nous a, et particulièrement moi personnellement, qui m'a formé au sujet d'un acte, d'une barbarie, d'un acte commis par des éléments commis par l'État des Comores sur le territoire malgache. Donc, sur ce, je vais m'exprimer aujourd'hui en français par rapport à cette intervention, parce que j'aurais voulu m'exprimer en malgache. Mais Fayel Azen Latan, donc j'ai quitté Madagascar en 2002. Je ne suis pas sûr de pouvoir m'exprimer de façon cohérente et juste dans une intervention, particulièrement une intervention de qualité politique. Et sur ce, même si j'ai eu l'occasion de lire la très belle thèse de Madame le professeur Irène Nour, qui aborde la thématique du vocabulaire politique dans les événements de 72 à Madagascar. Certainement, cette thèse et les éléments développés dans cette thèse auraient pu m'aider à m'exprimer en malgache, mais il y a longtemps que j'ai quitté Madagascar en 2002, et donc Azafa Dindindra, je vais m'exprimer en français et en espérant que beaucoup de gens à Madagascar vont partager cette vidéo. Chers amis, et particulièrement le peuple de Madagascar, je vous informe que le 15 dernier, il y a eu un acte de kidnapping qui s'est opéré dans la province de Majinga. Et les autorités comoriennes qui ont organisé cet acte d'une barbarie inouïe clament haut et fort qu'il s'agit d'une extradition d'une personne ou d'un opposant politique qui a été recherché par les autorités comoriennes. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, et ça, toute personne qui est attachée au droit, toute personne qui est épris de valeurs nobles de démocratie et de l'état de droit ne peut pas accepter que la procédure qui caractérise l'affaire Issa Mohamed, alias Bobocha, a été une procédure légale, une procédure qui a respecté les conventions internationales et particulièrement la Convention de Genève et aussi le droit national malgache. Je voudrais par le biais de cette intervention dire au peuple de Madagascar qu'un acte de barbarie a été commis en violant la souveraineté nationale de Madagascar parce que des éléments de la force publique malgache corrompus ainsi que des autorités véreux de l'aéroport d'Ambourvi à Majinga ont organisé en complicité avec un État criminel et un État répressif et un régime répressif qui est aux Comores, une opération de kidnapping qui a consisté à enlever un opposant politique depuis Madagascar et l'embarquer manu militari et de force via l'aéroport d'Ambourvi à Majinga en direction des Comores. En aucun moment, on ne peut pas accepter une telle façon de faire. Et sur ce, sachant, puisque j'ai fait mes études à Madagascar, je sais que souvent, certains fonctionnaires, ils ne sont pas nombreux, mais certains fonctionnaires de l'État malgache arrivent à des moments où ils commettent des erreurs ou des fautes graves, mais en pensant qu'ils peuvent jouer un huis clos, notamment par exemple ce qui s'est passé dans le cadre de cette histoire du côté de Majinga. J'ai voulu m'exprimer ici pour que cette situation ne soit pas un huis clos joué à Majinga. Il faut que l'ensemble de la population malgache sache qu'un acte de kidnapping qui a violé la souveraineté de l'État malgache a été commis du côté de Majinga. Je rappelle une chose, c'est que dans le cadre de la procédure de droit international qui consiste à la coopération entre les États, il existe effectivement
des mécanismes qu'on appelle des extraditions ou des transferts, mais dans tous les cas, ce sont des mécanismes qui s'opèrent sur la base d'un cadre légal. Ce qui s'est passé à Majunga n'a rien à voir avec ces histoires. L'État comorien, l'État dictatorial qui sévit aux Comores sous l'égide d'un ancien putschiste comorien qui s'appelle un criminel sanguinaire qui s'appelle Azali Assoumani, peut clamer haut et fort tout ce qu'il veut, mais dans tous les cas, il n'y a pas eu une extradition de Madagascar vers les Comores. Le compatriote Issa Mohamed alias Bobocha a été enlevé dans une opération de kidnapping à Madagascar. J'interpelle les autorités de la grande nation de Madagascar que cet acte ne peut pas rester comme ça, parce que c'est un mauvais signe que Madagascar envoie au monde entier, comme quoi il est possible d'organiser une opération de kidnapping et enlever une personne séjournant dans une île. Qui était cette personne qui est supposée être protégée par le droit malgache et par la force publique malgache. Cet acte démontre qu'il est possible qu'un État voyou peut se permettre d'organiser un kidnapping et enlever une personne avec la complicité de certains fonctionnaires véreux de la Grande Île et le transférer aux Comores, là où sévit une dictature implacable qui tue, qui humilie, qui fait tout pour briser la nation comorienne. Donc ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. Et il faudra que les autorités malgaches s'expliquent sur cette affaire. Et par cette occasion, je saisis cette occasion pour interpeller les Sulumba Vanvaoka, les députés de Madagascar, les esprits, les intellectuels malgaches, les chefs de partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Parce qu'il s'agit là d'une question de souveraineté nationale, parce que s'il s'avère qu'un État criminel peut organiser un acte de kidnapping sur les territoires malgaches et enlever une personne, cela voudrait dire que les touristes et toute personne qui a envie d'aller visiter la belle île de la Grande Île ne peut pas se sentir en sécurité parce que dans cette île, il y a une possibilité de se faire enlever comme l'État criminel des Comores vient de le démontrer. Je dis très bien cela parce qu'il ne s'agit pas ici d'une extradition. L'extradition obéit à des règles claires et connues. Puisque ce qui se passe normalement quand on parle d'une extradition, il s'agit d'un mécanisme qui consiste à ce que le ministère des Affaires étrangères d'un pays requérant, c'est-à-dire l'État des Comores, en l'occurrence ici, adresse un dossier au ministère de la Justice de Madagascar. Ça, on ne l'invente pas. Il y a eu une loi qui a été votée à Madagascar, c'est la loi numéro 217, numéro 2017-027, la loi relative à la coopération internationale en matière pénale, votée à l'Assemblée nationale et au Sénat, adoptée à leurs séances respectives en date du 29 novembre 2017 plutôt, et au 8 décembre. Et cette loi a été aussi validée par la décision numéro 06 de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar du 22 janvier 2018. Donc, c'est une loi qui pose clairement les procédures, comment Madagascar doit opérer dans le cadre d'une coopération judiciaire, d'entraide judiciaire avec un quelconque État étranger. Et ce qui s'est passé hier à Madagascar, le 15 à Madagascar, n'a rien à voir avec une extradition, comme je viens de le dire, parce que la loi dit clairement dans le cadre des procédures. La procédure est claire, parce que là, nous allons parler à la fois de la procédure et aussi du fond. Parce qu'en termes de procédure, pour pouvoir procéder à une situation d'extradition, puisqu'on l'a déjà vu aux Comores, par exemple, en 2001-2002, lors de la crise politique malgache, un lieutenant-colonel qui s'appelle Balbine, Hubert Balbine, était aux Comores et il y a eu un mandat d'arrêt international de la part de l'État malgache et ce monsieur a obtenu un procès aux Comores. Il a été défendu par Maître Fahmi Said Ibrahim et Madame Armia. Il a été défendu, ses droits ont été préservés
jusqu'au terme d'un processus judiciaire qui a fini par arrêter qu'il doit quand même être transféré. Mais le cas de Issa Mohamed, c'est-à-dire M. Bobocha, ce monsieur n'a pas bénéficié le cadre légal à Madagascar. C'est pour cela que nous dénonçons énergiquement et nous demandons à l'État de Madagascar de réagir fermement contre l'État criminel des Comores, en commençant par sanctionner ou renvoyer carrément, je le dis clairement, l'ambassadeur des Comores qui s'est comporté comme un parent. Parce qu'on peut pas, on a vu le sauf-conduit qui a été établi. C'est un sauf-conduit établi à la va-vite. Les références ne sont pas remplies. On a juste marqué le nom de la personne interpellée et on l'a envoyé directement. Comme ça, il n'y a que le nom, son nom qui figure, le nom de sa mère, ou le nom, sa localité de naissance et sa date de naissance. Et il a été embarqué directement. Selon les informations qui nous ont été transmises par les familles et les proches. Le monsieur, il a été arrêté le 7. Arrestation provisoire. 6 jours après, il a fait une malaise, transféré à l'hôpital de Anrouva à Majunga. Et le lendemain de son lit d'hôpital, il s'est vu arraché par des forces publiques malgaches, accompagné par un membre et sbire de la famille du régime criminel qui sévit aux Comores qui s'appelle Pot. Et directement, on l'a amené à l'aéroport d'Ambourvi et embarqué dans un jet privé direction les Comores. La procédure d'extradition ne se fait pas comme ça. On ne peut pas nous faire croire qu'il s'agit d'une extradition. Il s'agit d'un acte de kidnapping perpétré par un État criminel, un régime criminel dictatorial aux Comores, en territoire souverain de Madagascar, une chose à laquelle Madagascar ne doit pas ne doit pas accepter une telle humiliation de la part d'un régime criminel comme ça. Et comme je viens de le dire, la tradition ou les mécaniques juridiques voudraient que le ministre de la Justice des Comores, des Affaires étrangères, transmet un dossier et à l'adresse du ministère de la Justice de Madagascar. Le ministère de la Justice de Madagascar, après avoir vérifié que toutes les conditions requises dans le cadre d'une extradition sont remplies, il transmet le dossier directement au président du cour d'appel du territoire compétent, c'est-à-dire le président du cour d'appel de Majunga. Et celui-ci vérifie tous les éléments. Après avoir constaté que les éléments de procédure sont légaux, il transmet le document, le dossier au procureur de la République du territoire compétent, c'est-à-dire, encore une fois, c'est au procureur de la République de Madagascar, de Majunga. Et le procureur de la République de Majunga, il vérifie et il fixe une audience. Ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que la procédure de Madagascar dit. Ça, c'est la section numéro 3 de la loi que je viens de vous citer. Donc, il le dit clairement. Je vais vous citer le texte. Que dit le texte? La demande d'extradition est transmise avec le dossier par le ministère des Affaires, c'est l'article 106, par le ministère des Affaires étrangères au ministère de la Justice. Le ministre de la Justice, après s'être assuré de la régularité de la demande, saisit le procureur général, le procureur d'appel territorialement compétent, et celui-ci le transmet pour exécution. Le procureur de la République territorialement compétent. Et à partir du moment où le territoire compétent de Madagascar, le procureur, transmet au tribunal de première instance de la région compétente, c'est-à-dire à Majunga, on fixe le procès et l'audience est publique. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un interrogatoire qui sera fait. Et dans ce procès-là, il n'y aura que deux parties. C'est-à-dire, c'est la justice malgache, l'État malgache et M. Issa Mohamed. Et à l'issue de cette procédure, s'il s'avère que la décision du tribunal, le tribunal a décidé que ce monsieur peut être extradé, il dispose aussi d'une possibilité de faire appel, et il a 3 jours pour faire appel, pour aller à la chambre d'accusation de Majunga, à la cour d'appel de Majunga. Et la chambre d'appel a la possibilité de siéger dans les 8 jours qui suivent. Et à partir du moment où la décision a été prise, c'est-à-dire à l'issue d'un procès en chambre d'accusation,
et que la décision est arrêtée comme quoi ce monsieur est extradable. C'est-à-dire on peut le renvoyer chez lui, aux Comores, pour qu'il soit jugé. Et là, cette audience va regarder à la fois les éléments de procédure et les éléments de fond. Mais là, nous sommes sur les éléments de procédure. À partir du moment où on vient d'arrêter cette possibilité, ce monsieur, on allait lui signifier que désormais, vous serez transféré aux Comores. Et il ne suffit pas de dire, il ne suffit pas de la justice, puisque je vous ai dit, l'extradition, c'est un acte souverain. C'est-à-dire que le juge peut donner son avis. Le juge donne son avis, mais l'acte d'extradition, c'est le ministère de la Justice, c'est-à-dire c'est l'État public malgache qui doit signer un arrêté qui confirme que cette personne doit partir. Mais vous l'avez constaté, de toute façon, il a été arrêté le 7, le 6, il est rentré à l'hôpital, alors qu'on sait que dans le cadre d'une arrestation provisoire, la loi malgache dit qu'on peut être arrêté jusqu'à 20 jours en attendant à ce que l'État requérant, c'est-à-dire l'État des Comores, transmet les documents, l'ensemble des documents qui traitent ce dossier-là, c'est-à-dire l'ensemble des documents. Mais on voit qu'il a été arrêté le 6, le 7, 6 jours après, le lendemain, le 15, il est embarqué dans un jet en direction des Comores. Donc, il n'y a aucun élément de procédure qui a été respecté. C'est pour cela que je le dis clairement, que l'État criminel des Comores, l'État répressif, le régime, le pouvoir qui est aux Comores, n'a pas obtenu une extradition de la part de la force publique malgache ou de la puissance publique malgache. Non, il s'agit d'un kidnapping qui a été organisé dans un territoire d'un État souverain, auquel cas je demande l'État souverain qui a vu sa souveraineté et son territoire violé par des voyous et des fonctionnaires véreux de la police publique de Madagascar, de la région de Majinga, ainsi que les autorités aéroportuaires d'Ambourvi, parce qu'il faudra se dire une chose. À partir du moment où on transfère une personne, c'est-à-dire les autorités compétentes de l'aéroport doivent avoir en main, puisqu'il s'agit d'une extradition, l'arrêté du ministère de la Justice qui ordonne cet acte de transfert. Mais il n'y a jamais eu d'arrêté. Même le tribunal de Majinga ne reconnaît pas avoir eu en sa possession un document relatif à cette procédure-là. Donc c'est pour cela que j'interpelle les intellectuels malgaches. C'est pour cela que j'interpelle les autorités de Madagascar, s'ils ne sont pas au courant de cet acte de barbarie commis par la complicité de l'État comorien et certains fonctionnaires véreux de Madagascar et particulièrement de la région de Majinga, il faudra absolument que l'État de Madagascar réagisse parce que c'est un acte qui ternit l'image de la grande nation de Madagascar. C'est un acte qui ternit l'image de l'État de Madagascar. Parce que, mais comment un touriste peut se rassurer qu'il peut aller à Madagascar s'il s'avère qu'un État voyou peut organiser un acte de kidnapping pour venir enlever une personne qui séjourne dans un pays souverain, qui est censé être protégée par la force publique de Madagascar, comme c'est le cas par rapport à ce qui s'est passé là. Donc j'interpelle les autorités malgaches, j'interpelle les Sulumba Vambaoka malgaches, les députés malgaches, les Naroretra, vous tous là, les autorités politiques malgaches. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que la souveraineté de Madagascar soit violée par un petit État bandit qui s'appelle actuellement, qui est pris en otage par un régime criminel aux Comores, qui vient commettre... Parce que cet acte-là veut dire quoi? Veut dire tout simplement que le régime dictatorial des Comores vient de démontrer que les lois, elles ne le violent pas. Les lois, ils ne le violent pas qu'aux Comores. Ils le violent partout, à partir du moment où il sait qu'il veut arriver à ses objectifs abjects. Et c'est ça ce qui est dangereux. C'est ça ce qui est dangereux. Et aujourd'hui, ils ont fait ce kidnapping. Demain, ils vont faire quoi? Ça veut dire qu'ils viennent de nous prouver qu'ils seront capables, par exemple, de venir commettre un acte criminel à l'adresse d'une autorité malgache quelconque qui élèvera la voix pour dénoncer cet acte de banditisme. Il faudra que l'État malgache prenne ses responsabilités. J'interpelle directement le chef de l'État de Madagascar, le ministre des Affaires étrangères de Madagascar, le ministre de la Justice de Madagascar, le ministre de l'Intérieur de Madagascar. Tous, vous avez une grande responsabilité vis-à-vis du peuple du Vaoka Malagas. Vous avez une grande responsabilité pour faire respecter le territoire malgache, le Tanrazana Malagas, la terre des ancêtres malgaches.
il ne doit pas être foulé par des voyous comme ça. Un État ne peut pas s'organiser pour venir commettre un acte de banditisme à Madagascar. La terre malgache est sacrée, comme vous le dites. La terre malgache est sacrée. Un élément de votre devise malgache. La devise malgache dit quoi? Fiavanana, c'est l'amour. Tanrazana, c'est la patrie. Et Fapanrusuana, c'est le développement. Et là, je peux vous dire clairement que l'acte commis par l'État des Comores à Madagascar a violé le Tanrazana Malagas. C'est-à-dire la terre de vos ancêtres a été violée par un État bandit. Par... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les autorités malgaches, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas accepter qu'un État comorien pris en otage par un régime criminel vienne humilier la nation malgache, vient humilier le peuple malgache, vient fouler ou humilier carrément le Tanrazana Malagas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'interpelle les députés de Madagascar. Yanareo Sulma Vambaoka Malagas. Vous ne pouvez pas laisser ça. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas laisser cet acte-là. Cet acte a souillé la nation malgache. Cet acte a souillé la dignité du peuple malgache. Cet acte a souillé la grandeur de la nation malgache. Ce n'est pas normal. Il faudra absolument que la nation malgache réagisse. Il faudra absolument que les intellectuels malgaches interpellent les autorités de Madagascar parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un État comorien, le régime des Comores, un régime criminel qui tue son peuple, qui humilie son peuple, qui fait tout aux Comores, se permet de dire tout ce que je fais chez moi, je peux aussi me permettre d'aller le faire à Madagascar voisin. Non, ce n'est pas normal et les autorités de Madagascar, vous avez une obligation morale vis-à-vis du peuple malagasy. Vous avez une obligation, un devoir républicain vis-à-vis du Vaoka Malagas pour dénoncer l'acte et surtout renvoyer l'ambassadeur des Comores pour donner un signe, pour montrer, je ne vous dicte pas, je peux même retirer cette phrase-là, mais il faut clairement qu'il ait un acte un acte républicain de l'État de Madagascar qui dit clairement à ces méthodes de voyous faites par le régime des Comores que ça ne se fait pas, on ne peut pas se permettre de jouer la complicité avec des fonctionnaires véreux de Madagascar, à la fois de la force publique et de l'aéroport de Majinga, pour kidnapper une personne et l'envoyer aux Comores et clamer de l'autre côté des îles des Comores qu'on a obtenu une extradition de Madagascar. Si on était réellement un État démocratique aux Comores, franchement, si on était un État démocratique aux Comores, je vous le jure, aucun juge ne se permettrait de prendre en considération un acte de banditisme pareil. Dès que ce monsieur de Bobocha, monsieur Issa Mohamed, dès qu'il sera présenté devant un juge, le juge allait le relâcher parce que l'acte de procédure a été violé. Et là, je le répète clairement, nous sommes deux peuples amis. Il ne faut pas qu'on laisse ces actes de banditisme viennent déstabiliser l'amitié qui nous lie, l'amitié qui lie les deux peuples des Comores et de Madagascar. Et en laissant de côté la question de la procédure, puisque je viens de le démontrer que la procédure a été complètement ignorée, complètement violée, puisqu'il y a même pas, on ne peut même pas parler de procédure, puisqu'il n'y a pas eu extradition. Il n'y a pas eu, la puissance publique malgache n'a pas réagi, n'a pas dit qu'il a reçu, et il n'a pas, tout ce qui s'est passé, et même si la puissance malgache avait reçu un document d'extradition, l'extradition ne se fait pas comme ça. La loi de Madagascar, la loi de 2017, du 027 du 2017, ne le dit pas comme ça. Il dit clairement la façon dont on doit procéder. Le ministère public doit fonctionner, le ministère public doit informer le procureur général du territoire compétent et le procureur d'appel de la cour d'appel doit informer le procureur de la République. Le procureur de la République fixe une audience et transmet le dossier au président du tribunal de première instance ou bien à un juge d'instruction et une audience est tenue. À l'issue de l'audience, si le prévenu a été condamné et auquel cas la décision a été prise qu'il soit extradé, ce prévenu a le droit, dans 3 jours, d'interjeter un appel auprès de la cour d'appel. La cour d'appel a jusqu'à 8 jours pour siéger et à l'issue de cette décision, si la décision est confirmée, dans ce cas-là, on lui signifie que désormais, vous êtes extradable et en ce moment-là, cela ne suffit pas
parce qu'il existe dans le cadre de ce qu'on appelle, les extraditions, ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Parce que, comme je le dis, l'acte d'extrader, c'est un acte souverain. C'est l'État qui s'engage. C'est le ministère de la Justice qui signe un arrêté pour autoriser à ce qu'une personne quitte le territoire de Madagascar. Il y a des cas où la justice peut dire que telle personne peut être extradée, mais pour des raisons discrétionnaires, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, l'État de Madagascar peut dire non, je n'extrade pas cette personne. Et aussi, on a enlevé la possibilité à ce monsieur qui a été kidnappé le droit de se défendre. Et je le dis clairement si on rentre dans le fond. Et la même loi dit clairement que sur le fond, il y a des cas où l'État malgache n'accepte pas l'extradition. Je vous ai dit clairement qu'il n'y a pas eu extradition, il y a eu kidnapping. Mais là, je me permets un peu de m'exprimer si jamais on avait organisé, dans le cadre de la procédure, cette audience. Et je peux vous assurer que si on avait organisé une audience ou un procès, M. Issa allait gagner ce procès-là pour 3 raisons. La première, et je vous le dis clairement, la première raison, c'est que le gouvernement de Madagascar dit dans sa loi clairement qu'il y a des motifs de refus d'une extradition demandée. La première, je vous le cite, c'est l'article 101 qui dit que ce sont des motifs obligatoires de refus. L'extradition ne peut être accordée si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par Madagascar comme une infraction à caractère politique ou si la demande est motivée par des considérations politiques. Vous êtes tous convenus avec moi que ce monsieur, toute cette cabale contre lui, c'est tout simplement parce qu'il est originaire d'Anjouan et qu'il réclame, il dit clairement que la tournante devait revenir aux Anjouanais, revient aux Anjouanais en 2021. Et on l'accuse de tout. On peut lui dire qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais de toute façon, quel que soit, puisque la justice a le droit d'accuser quelqu'un, un État, l'État comorien a le droit d'accuser une personne d'avoir peut-être commis ou pas, etc. De toute façon, toute personne prévenue ou toute personne est présumée innocent. Mais dans un état de droit, la procédure est là aussi pour permettre à la personne accusée de se défendre. Il ne suffit pas qu'un État dise que telle personne est supposée ou bien est soupçonnée d'être à l'origine de ceci et de cela. Non, non, non. On sait très bien. Et ceci ne demande pas... On ne demande pas le ciel. N'importe quel avocat à Madagascar serait capable de défendre ce dossier parce qu'il y a d'abord le caractère politique de cette histoire. Or, la loi de 027 de 2017 dit clairement que Madagascar refuse, c'est un motif obligatoire de refus, d'extrader une personne sous prétexte que cette personne est poursuivie pour des raisons politiques. D'abord, ça c'est le premier élément. Un deuxième élément, on est encore dans le cadre des motifs de refus. Un deuxième élément, il dit quoi? Si l'individu, si l'individu, c'est l'article 10 toujours, 110, au alinéa E, si l'individu dont l'extradition est demandée a été ou serait soumis dans un état requérant à des tortures ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ne bénéficierait pas les garanties minimales prévues par au cours des procédures pénales par l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ça veut dire quoi encore? Cette fois-ci, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que l'État comorien pratique la torture aux Comores. Ça, non seulement qu'il y a eu des procès, il y a même un juge qui s'appelle Abdou Abdallah qui dit que oui, effectivement, monsieur Soulard, vous me dites qu'on vous a arraché la dent avec une pince. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la question que je t'ai posée. Mais n'importe quel juge de Madagascar qui entendra les verbatims du procès de la Cour de sûreté aux Comores, il dira il faut arrêter cette mascarade. Ce monsieur ne peut pas être extradé dans un État qui pratique ce genre de procès. Et ça, on le sait. On le sait aussi par un autre argument. Et ça, c'est un argument qui ne fait l'ombre d'un doute. On sait très bien que les Comores ont été épinglés dans le cadre du rapport de Genève qui dit qu'aux Comores, on pratique la torture. Et ce jour-là, l'État des Comores a dit quoi? A donné toutes les garanties à ce qu'on envoie un émissaire
pour venir un émissaire dans le cadre de ce qu'on appelle l'évaluation universelle contre la torture aux Comores, pour venir constater de lui-même qu'aux Comores, on ne pratique pas la torture. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde, vous l'avez vu. L'émissaire, il est arrivé aux Comores, on a fermé les portes, il n'a pas eu accès à aller en juin, à aller à Moélie, et devant la porte de l'ancien président Sambi, qui subit la torture morale et un traitement dégradant et inhumain, on a fermé la porte, et cet émissaire des Nations Unies n'a pas pu rendre visite aux prisonniers politiques comoriens. Et là, vous voulez à ce qu'on démontre quoi? C'est parce que cet État voyou qui est aux Comores pratique la torture. Et la loi malgache dit qu'on ne peut pas extrader une personne vers un État qui pratique la torture. Ça, c'est un deuxième argument de fond. Et troisième argument, la loi malgache dit quoi encore? Et là, la loi malgache dit clairement, encore, nous sommes sur l'alinéa numéro D, alinéa D. Si l'individu dont l'extradition est demandée a été jugé ou risquerait d'être jugé ou condamné dans un État requérant par une juridiction d'exception ou un tribunal spécial ou militaire, ou un tribunal militaire. Vous êtes convenu avec moi qu'aux Comores, la Cour de sûreté n'existait pas dans la loi organique régissant l'ordre juridictionnel des Comores. C'est un tribunal d'exception. Et Madagascar dit clairement qu'il ne peut pas extrader une personne vers un État qui risquerait de juger un individu sur la base ou dans le cadre d'une juridiction d'exception. Aux Comores, la Cour de sûreté des Comores n'existait pas sur la loi organique qui régit les structures de justice aux Comores. Donc, ces trois éléments de fond, si on avait donné la possibilité, si on avait respecté la procédure de l'extradition et organisé le procès de Issa Mohamed, alias Bobocha, à Majunga, jamais ce monsieur n'allait pas se retrouver dans les mains des criminels qui sont aux Comores, qui tuent et qui torturent, parce que tout simplement, la loi malgache garantit par 3 fois des éléments de fond qui refusent catégoriquement qu'on envoie cette personne au charbon ou vers ces criminels-là. Je viens juste de vous citer les éléments. On ne peut pas extrader vers un pays qui pratique la torture. Les Comores en pratiquent et s'en réjouissent. La preuve, l'État comorien, le pouvoir comorien a refusé de donner accès à un émissaire des Nations Unies qui était venu spécialement dans le cadre de l'évaluation universelle des droits de l'homme pour attester si, oui ou non, on pratique la torture aux Comores. Les Comores sont condamnés au niveau des Nations Unies, on l'a vu récemment, parce qu'ils pratiquent la torture. Deuxième élément de fond, ce monsieur, on ne pouvait pas l'extrader aux Comores puisque, de toute façon, le tribunal qui est censé juger ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle, c'est le tribunal, la cour de sûreté, une juridiction spéciale qui n'existe pas dans la loi organique qui régit les différentes instances juridiques des Comores. Deuxième élément de fond. Et troisième élément de fond, je venais de le citer, mais il m'échappe par-dessus. J'ai oublié le troisième, mais je vous le dis, dans tous les cas, il s'agit ici d'une violation grave du droit de ce monsieur. Et je termine ainsi en appelant clairement, je supplie Mangata Kanare Sulumba Kamalagasi. Mangata Kanaro Sulumba Kamalagasi, vous ne pouvez pas laisser l'État comorien jouer dans votre territoire de Madagascar comme le font les Dahalou qui arraisonnent les voitures pour les voler. Non, l'État comorien s'est comporté comme les Dahalou qui arrêtent et qui arraisonnent les convois de voitures pour les piller. L'État comorien s'est arrangé avec des fonctionnaires véreux de Majunga, à la fois de la police et aussi de l'aéroport, pour kidnapper une personne qui est rentrée légalement à Madagascar. C'est quand même un signe grave. C'est quand même un acte d'une barbarie inouïe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, à Madagascar, si un jour, une personne décide qu'il va à Madagascar en vacances, ça veut dire qu'un État voyou ou un régime criminel ou des bandits quelque part peuvent s'organiser pour rentrer à Madagascar, ni vu ni connu, avec la complicité de certains fonctionnaires de Madagascar, enlever une personne et le mettre dans un jet privé, l'envoyer au charbon et aller subir la torture quelque part. Non, non,
au nom de la dignité du grand peuple de Madagascar, au nom de la sacralité du territoire du Tanrazana Malagas, au nom de la souveraineté du peuple malgache, je vous dis, je vous en conjure, chers députés de Madagascar, messieurs les membres des partis politiques malgaches, les chefs de partis politiques malgaches, messieurs les présidents des différentes commissions de Madagascar, de parlementaires malgaches, vous ne pouvez pas laisser ça. Non, Madagascar ne doit pas accepter une telle humiliation. Non, Madagascar ne doit pas... Le peuple comorien pleure leurs enfants tués par ce régime. Le peuple comorien pleure la violation de la loi fondamentale aux Comores. Le peuple comorien pleure la mise à sac de la justice comorienne qui se trouve au solde et à la botte de ce régime criminel. Mais le peuple comorien ne peut pas accepter que même la nation malgache se laisse piétiner par ce régime voyou, ce régime criminel qui sévit et qui a pris le peuple des Comores en otage. Nous sommes deux peuples. On aurait aimé aujourd'hui voir le peuple de Madagascar clamer que ce qui se passe aux Comores, ce n'est pas normal. Mais pas jusqu'au point de voir que les mêmes autorités qui nous humilient de l'autre côté des Comores se permettent carrément de violer les frontières de Madagascar, de venir opérer des actes d'une barbarie qui sont identiques à ce que le Dahal font quand ils arrêtent les voitures pour les piller et kidnapper une personne qui est rentrée à Madagascar et qui vivait de façon légale, et même si cette personne était de façon illégale à Madagascar. Non, il était dans le territoire sacré de Madagascar, il revenait de droit au droit malgache de le protéger et aux conventions internationales de le protéger. Ceci, malheureusement, n'a pas été le cas et Bobocha se retrouve actuellement dans les mains et dans les geôles infâmes du régime criminel des Comores, et c'est très regrettable, mais j'espère, en terminant, j'espère du fond de mon âme, que le peuple de Madagascar, les députés de Madagascar, cette grande nation qui s'est battue depuis toujours pour avoir l'émancipation nationale et la souveraineté de Madagascar, au nom du sang coulé, du sang de tous ceux qui sont décédés le 29 mars 1947 parce qu'ils voulaient l'indépendance de Madagascar. Ces gens-là sont morts parce qu'ils voulaient que Madagascar soit un État indépendant. Au nom de ces gens-là, au nom de tous ces gens-là où on peut trouver les stèles à Muramanga, on peut trouver des stèles à Brickaville, on peut trouver les stèles, etc. Mais non, on ne peut pas accepter. Vous ne pouvez pas, le peuple de Madagascar ne peut pas accepter. Les autorités de Madagascar, vous ne pouvez pas accepter à ce que l'État comorien se comporte comme le lieutenant Koutiti et Rahitsu se comportait lors des batailles d'Ambulmagodja ou lors des batailles du nord de Madagascar, lorsque ces deux tristes célèbres lieutenants-colonels effectuaient des actes d'une barbarie inouïe contre le peuple de Madagascar pendant les événements de la crise politique de 2002. L'État comorien s'est comporté comme un État voyou, l'État comorien s'est comporté comme un État barbare, l'État comorien s'est comporté comme un État qui ne respecte pas les lois d'un État ami, et Madagascar ne doit pas laisser faire. Je l'espère du fond de mon âme, et je remercie mes amis de Madagascar qui vont voir cette vidéo, et je leur demande de partager cette vidéo massivement à l'adresse des autorités politiques de Madagascar s'ils s'avèrent qu'ils ne sont pas au courant de cet acte qui s'est joué à Majunga. Cet acte a terni l'image de Madagascar. Chaque Malgache a un devoir républicain, un devoir moral d'informer une autorité politique de Madagascar pour que cette histoire ne reste pas sans suite. Sinon, on risque de voir d'autres actes de la grande barbarie venir encore ternir l'image de cette grande nation qui nous a formés, cette grande nation qui est une nation amie, et ce grand peuple qui est un peuple ami des peuples des Comores. Merci, Msocha Nareu, Msocha Betek.